ophtalmologue et chef d'entreprise, je reçois aujourd'hui le docteur Vincent Paoli. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques, comme l'optimisation de la cotation et le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous accueillons un ophtalmologue qui, en plus de son activité de médecin, travaille à la création d'outils numériques pour ses confrères. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, l'enregistrement est lancé. Notre invité aujourd'hui, le docteur Vincent Paoli, qui nous fait le plaisir d'être sur Zoom avec nous depuis la Corse. C'est pas souvent. J'ai eu un des frères Costantini, je crois que tu vas être le deuxième du coup. Oui, Merci d'être là. qui Euh, est un ami que je connais très bien et qui est également le parrain de mon troisième fils. d'accord. Eh ben, la Corse est petite, évidemment. Forcément, vous connaissez tous. Tant mieux. Aujourd'hui, au programme, tu vas me dire ça te convient. J'ai prévu de parler de tes différentes activités, évidemment l'ophtalmologie, comment tu en es venu là, un peu rituel, et puis également on parler de ta facette entrepreneur avec tes nombreuses applications, que ce soit DigiDocteur, TutoDocteur, et puis d'autres choses un peu plus nichées. Voilà, ça te va comme programme? Avec plaisir. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, donc je suis ophtalmologiste, je suis marié, j'ai 43 ans, j'ai trois enfants. Je suis ophtalmologiste libéral principalement. Je suis toujours PH à temps partiel à l'hôpital d'Ajaccio, mais en disponibilité pour l'instant pour des raisons familiales pour mes enfants qui sont encore relativement jeunes. Donc essentiellement libéral en ce moment. Et puis à côté de ça, j'ai quelques projets. Je suis gérant de société et administrateur d'associations d'intérêt général. Super, bon, on va venir à tout ça. Bah, première chose déjà, comment est-ce que tu es venu à l'ophtalmo? Comment est-ce que tu as choisi ça en sortant de tes études? Alors, c'était pas une vocation comme certains. Au départ, je me destinais plutôt à une filière scientifique, être ingénieur logiciel. Je savais pas exactement vers quoi je m'orientais, mais c'était plutôt une filière scientifique. J'ai atterri un petit peu par hasard et puis sous la pression, comme certains de tes invités familiales en médecine, en me disant que je pourrais toujours me retourner vers quelque chose de plus technique si ça me plaisait pas. Et puis ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Les études de médecine m'ont beaucoup plu. Au fur et à mesure de mes stages, j'ai éliminé ce qui ne me plaisait pas. Ça, je crois que c'est un grand fonctionnement des étudiants de médecine, des externes. Et le choix était de plus en plus précis et s'orienter vers une spécialité médico-chirurgicale. Et puis j'ai eu un coup de cœur pour l'ophtalmologie quand je suis passé en tant qu'externe en sixième année de médecine. Et je suis ravi de mon choix parce qu'une fois qu'on y met un pied, on est propulsé dans un monde d'innovation hyper intéressant. Et j'ai pu retrouver le côté technique que j'aimais dans le scientifique. Il y a une innovation qui est permanente en ophtalmologie, on s'ennuie jamais, c'est quelque chose d'absolument passionnant sur le plan, à la fois sur le plan médical et sur le plan technique. D'accord, très bien. Quelles sont tes surspécialités? Alors, bon, de la cataracte, hein, je vais dire comme tout le monde, et puis de la chirurgie des paupières, que ce soit chirurgie fonctionnelle ou de la chirurgie esthétique, et pas mal d'injectables, c'est-à-dire toxines botuliques et acide hyaluronique. D'accord. Là, actuellement, tu es associé avec le docteur Giamattei. Tout à fait. Tu t'es tout de suite installé avec lui. Comment ça s'est passé? Oui, en fait, Pascal Giammattei, bon, on se connaissait déjà, comme tu disais, la Corse est petite, on se connaissait déjà avant l'internat, hein. Il est d'un village près du mien, donc on se connaissait déjà de relativement jeune, on va dire, hein, du lycée. Et puis on s'est rejoint, lui, il a fait ses études à Paris, et on s'est recroisés en DU d'orbitopalpébral. Donc on s'est motivé pour s'installer simultanément, hein, puisqu'on a à peu près le même âge. Et il a exactement le même profil que moi, c'est-à-dire il est à 60% libéral, il est aussi PH à temps partiel à l'hôpital, lui aussi en disponibilité pour des raisons familiales.
Et donc, on tourne à deux dans le cabinet principal actuellement. D'accord, donc vous êtes installé à Ajaccio et Porticcio, je crois? Oui, c'est ça. On est à Ajaccio au centre pour notre cabinet principal et on a ouvert l'an dernier un cabinet secondaire à quelques kilomètres d'Ajaccio, en périphérie d'Ajaccio. D'accord. Et comme tu le sais, en métropole, de plus en plus, les délais se réduisent, hein, par la différentes pressions, hein, qui sont venues. On ne va pas revenir dessus, mais comment ça se passe en Corse au niveau des délais? Est-ce que, ils sont élevés? Est-ce que c'est variable selon les régions? Alors, en Corse, je pense que c'est très particulier. Enfin, c'est pas particulier à la Corse parce que moi aussi, je m'intéresse aux délais sur d'autres régions. Et il semble que les grandes villes comme Nice, Paris ou Marseille soient confrontées à la même problématique. Les délais se sont véritablement effondrés. Et quand je dis effondrés, ils sont passés en 2-3 ans, hein, sur les dernières années, de plusieurs mois d'attente avec une pression au niveau du secrétariat qui était vraiment très importante et à des délais de rendez-vous qui sont quasiment dans la semaine chez 80%, 80% des ophtalmologistes d'Ajaccio et de sa région. Alors, il y a eu des nouvelles installations, certes, mais moins nombreuses que les départs en retraite. Et je pense que ça tient essentiellement au travail aidé, à l'organisation du travail aidé qui permet de consulter plus vite et de meilleure qualité, avec une meilleure qualité. Les évolutions techniques, c'est vrai que moi j'ai des rétinographes ultra grand champ, donc pour des dépistages du diabète, etc., ça devient beaucoup plus facile d'examiner les patients sans les faire revenir 50 fois. Les consultations sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus qualitatives. Et je pense que ça participe à l'effondrement des délais de rendez-vous. Donc là, nous, on est à quelques jours, hein, à quelques jours de consultation. Ça peut être stressant pour certains. Je pense que pour des nouveaux installés, ça peut être même très pénible. Et du coup, c'est une raison de plus pour mettre le paquet sur la qualité de la consultation plutôt que sur l'abattage. Je pense que c'est ce qui fait la différence. À l'heure actuelle, en tout cas, dans ce type de région où les délais sont très courts, ça devient concurrentiel, hein, et il faut se démarquer. Donc moi, j'ai de la chance d'avoir on va dire, 10 ans d'antériorité d'installation. Il y a d'autres ophtalmologistes qui ont des grands délais parce qu'ils sont en fin de carrière, etc. Donc eux, ils sont pas concernés. Mais des jeunes qui s'installent, ça peut être quelque chose de problématique. Et j'imagine que s'installer à Nice ou à Paris à l'heure actuelle, ça peut être quelque chose de compliqué. Et donc du coup, le cabinet secondaire que tu l'as créé sur le même, avec la même, logique que ce qu'on fait en métropole, à savoir, on sait que les délais vont être un petit peu courts, donc du coup, on va aller, s'exporter un peu plus loin parce que les délais sont un peu plus longs en région un peu plus profonde? Oui, voilà, c'est un peu le principe. En fait, je travaille dans deux structures périphériques. La première, donc, c'est le cabinet secondaire de Portich, qui est vraiment dépendant de notre cabinet. Et effectivement, l'idée, c'était d'offrir à une population qui est un petit peu plus loin ou qui aurait du mal à accéder à la ville, qui aurait plus de facilité pour se garer, etc., moins de temps de parcours. Donc, de se déplacer effectivement à temps partiel dans cette structure. Et ensuite, je travaille ponctuellement dans une maison médicale qui a 1 heure et quart d'Ajaccio, à Cargèse, sur lequel on n'est que deux ophtalmologistes libéraux à tourner. Et par contre, la contrainte de temps, 1 heure et quart, c'est une limite qui peut être problématique pour pas mal d'ophtalmos. Et je sais que c'est François Collen, en tout cas c'est la structure de Point Vision qui avait fait des études à ce sujet. Et il disait qu'au-delà d'une heure, au-delà de 60 minutes, les ophtalmos décrochaient et ça devenait des cabinets secondaires qui étaient difficiles à maintenir en activité. Eh oui, c'est sûr. C'est sûr que, alors après ça va dépendre aussi parce que si c'est, 60 minutes en montagne, ça va être différent de 60 minutes d'autoroute évidemment aussi, hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, mais même de déléguer du personnel pour faire du RNO ou de la téléexpertise ou quelque chose de mixte, même ça peut être contraignant pour les employés de se dire on va faire 1 heure et quart, 1 heure et demie de route pour aller rendre service. À un moment donné, malheureusement, ça devient pas rentable du point de vue des charges.
Et c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte dans son équation. Et je pense que l'idée de faire des structures à moins de 60 minutes du cabinet principal, je pense que c'est quelque chose qui est vachement important. Ouais, bien sûr, bien sûr. De façon assez anecdotique, on sait que la Corse et le peuple corse est souvent un peu plus protectionniste. Est-ce que vous avez eu des centres de santé aussi installés? Pour l'instant, non. Je dirais heureusement non, parce que malheureusement, on voit bien que le business model des centres de santé s'est tourné au mieux sur de l'abattage monstrueux et au pire sur de la surcotation ou de l'activité illégale. Et je pense que c'est dommageable à la fois pour la profession et pire pour les patients. Donc non, pour l'instant, on n'a pas été confronté à ce type de problème. Le fait que les délais soient effondrés à Ajaccio, je pense que ça devrait nous protéger pendant un certain temps parce que, il n'y a pas d'intérêt économique pour eux d'installer ce type de structure dans une zone qui est assez concurrentielle au niveau des délais de rendez-vous. Donc je pense que en tout cas sur le Grand Ajaccio, sur la Corse du Sud, on devrait être relativement tranquille. D'accord. Très bien. Alors, on va en venir maintenant à ton autre activité d'entrepreneur, de chef d'entreprise. On va déjà évoquer une première application, qui est l'application DigiDocteur. Comment ça t'est venu et qu'est-ce que c'est? Explique-nous tout ça. Alors, bon, DigiDoctor, c'est une petite société, une petite structure hein, qui est relativement récente et qui, à la base, répond à un besoin personnel. Donc, c'est une société qui est spécialisée dans la communication digitale pour les praticiens, principalement les ophtalmologistes et les dentistes, parce que j'ai un associé qui est chirurgien dentiste. Et notre cœur de métier, c'est les vidéos, qu'il s'agisse de vidéos de salle d'attente et les sites web. Donc, c'est vraiment les deux axes, les deux axes importants de DigiDocteur. Et la genèse du projet, donc ça répond à un besoin personnel. C'est que j'avais besoin pour développer mon activité, notamment d'esthétique, d'informer les patients. Et à l'époque, quand je m'étais renseigné sur ce qui existait, il y avait que deux boîtes qui offraient le service, des services de vidéo de salle d'attente. Il y avait Canal 33, qui est malheureusement très figé et puis qui impose de la publicité. Et c'était pas souple. On n'avait pas le choix des vidéos à mettre. Et puis la qualité ne me convenait pas à l'époque. Et il y avait une autre société qui s'appelle Randia, une société américaine qui fait des vidéos qui sont extrêmement qualitatives, vraiment une très belle société et extrêmement chère. Donc, ils sont effectivement, eux, basés sur les revenus des ophtalmologistes américains. Et c'était quelque chose comme 300 euros d'abonnement par médecin par mois. Et c'est quelque chose que je ne trouvais pas acceptable. Et donc, je me suis lancé d'abord dans la fabrication de quelques PowerPoints, après quelques vidéos. J'ai fait faire des graphismes en 2D, après des graphismes en 3D. Les secrétaires râlaient parce qu'il fallait allumer la télé tous les matins, donc j'ai fait appel à des développeurs pour que ça s'allume tout seul. Le mercredi, c'était la journée des enfants, donc il fallait faire des vidéos adaptées aux enfants et donc un calendrier de diffusion un petit peu particulier. Mon associé voulait que les vidéos soient aussi disponibles sur le site internet. Donc, on a fait des sites internet, les vidéos disponibles à la fois sur le site internet, à la fois en salle d'attente. Et puis, pour finir, comme il fallait être souple on va dire multicanal, on a développé en plus une application mobile pour que les patients puissent avoir le choix entre regarder la vidéo de salle d'attente sur un téléviseur ou visionner les vidéos sur leur smartphone. Donc, sur leur smartphone, ils ont la possibilité de choisir les vidéos qu'ils regardent et on n'est pas obligé de leur imposer un flux vidéo qu'ils ne veulent pas. Et ils peuvent aussi regarder les vidéos en replay. Si on va parler d'une chirurgie, de chirurgie réfractive, de chirurgie esthétique, après la consultation, on peut leur demander de regarder une information donnée sur un traitement, sur des soins post-opératoires, sur de la technique, sur tout un panel d'activités que fait le médecin. Et donc, après avoir passé beaucoup de temps sur ce projet à titre personnel, on s'est dit pourquoi pas essayer de le proposer à d'autres confrères pour essayer de leur simplifier la vie et voir si c'est quelque chose qui est viable économiquement et qui peut leur rendre service. Et du coup, résultat, est-ce que c'est viable économiquement ou alors c'est trop tôt encore pour le juger?
C'est pas, alors, sincèrement, comme le disait Serge Zaluski, c'est pas forcément des choses qui sont rentables parce que c'est vraiment, vraiment énormément de temps de travail. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, donc c'est pas, je compte pas mon temps là-dessus. De refaire de refaire ça soi-même, c'est très très chronophage et de le faire à titre personnel, je pense que c'est pas quelque chose de rentable. Sur le plan de la société, on va être à l'équilibre cette année. Mais c'est pas quelque chose sur lequel c'est pas quelque chose qui rend riche et on peut même pas, on se paye pas vraiment là-dessus. Moi, c'est quelque chose que je trouve passionnant et ma volonté, c'est de créer de l'emploi. Donc là, j'ai déjà un employé local, un technico-commercial, et moi, ça me fait plaisir de créer de l'emploi, de créer de la valeur et de rendre service à des confrères. Moi, quand j'ai des amis ou des confrères que je connais pas qui nous félicitent en disant les patients adorent les vidéos, c'est cool, ou j'ai augmenté mon chiffre d'affaires, j'ai augmenté je fais plus de LASIK, je fais plus de Botox, etc. Grâce à ça, et qu'on me remercie, moi, c'est ma plus grande gratification, en fait. Eh oui, le feedback du client, il y a rien Exactement. de mieux, c'est clair. Et donc du coup, en termes de pour les vidéos, quel est le coût à peu près? Ça représente quoi? En fait, il y a deux abonnements. Le premier abonnement, c'est 39 euros mensuels, c'est sans engagement. Alors, en tant que, je me place toujours en tant que client et pas en tant que PDG pour ça. Moi, je réfléchis en fonction de tout ce qui m'agace en tant que praticien. Mmh. Et ce qui m'agace, c'est quand j'ai reçu encore une facture d'un an d'abonnement d'un coup. C'est des choses qui ne me plaisent pas. Moi, je préfère les abonnements mensuels. J'ai un de nos confrères qui était malade il y a pas longtemps. Mais, il était indisponible pendant 3 mois. Il a mis en pause son abonnement. Il le reprend quand il travaille. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est naturel. Donc c'est sans engagement. Donc, abonnement mensuel, c'est 39 euros par mois. Il n'y a pas de frais d'installation. Ça, entre guillemets des pièges que proposent certaines sociétés. C'est des frais d'installation relativement élevés Mmh. de manière à ce que le client soit captif parce qu'il a toujours en tête le prix initial en se disant si je me désabonne, ben, j'ai perdu ce que j'ai mis au départ. Donc, nous, il y a pas de piège de ce point de vue-là. Et donc, ça, c'est le tarif de base. Voilà, c'est 39 euros mensuels. Pour les tarifs, les cabinets de groupe, c'est 69 euros. Alors, des gens, des fois, on pose la question pourquoi cette différence de prix. En fait, techniquement, il n'y a absolument aucune différence. La question, la différence de tarif, elle vient de la bande passante. C'est-à-dire que s'il y a 3, 4, 5 salles d'attente simultanées, il y a plus d'utilisateurs parce qu'il y a des patients qui utilisent l'application, pas tous, mais il y en a un certain nombre. Et quand on visionne une vidéo, ça consomme de la bande passante et la bande passante, elle nous est facturée. En fait, c'est la raison pour laquelle Netflix, Disney, etc., mettent fin petit à petit au partage de comptes familiaux. En fait, ça leur coûte de l'argent. Ça leur coûte de l'argent en bande passante. Et c'est la seule différence technique. Ou sinon, avec un seul abonnement, on peut diffuser sur plusieurs écrans simultanément. Ce n'est pas un abonnement par écran comme le font certaines sociétés. C'est multicanal. Voilà, c'est avec un seul abonnement, on a les vidéos sur le site web, en salle d'attente et sur l'application mobile. D'accord, donc du coup, il suffit d'avoir une télé connectée, avec une prise IP, j'imagine, hein? Et donc, Oui. capacité d'avoir un lien sur internet et donc du coup de diffuser comme ça. Oui, voilà, alors le petit périphérique, le petit device qui est utilisé, c'est la Chromecast, qui coûte rien, qui coûte une cinquantaine d'euros. Il faut effectivement un téléviseur. Dans l'idéal, il faut de l'Ethernet, comme ça on a zéro souci de diffusion. Et après, on a une grande variabilité d'installations techniques chez les utilisateurs. Il y en a qui ont juste du Wi-Fi quand le Wi-Fi est de bonne qualité. Il y en a qui ont du courant porteur de ligne parce qu'ils ont une télé qui a été posée il y a 15 ans, ils n'avaient pas prévu Ethernet. Et donc, ils ont un boîtier courant porteur de ligne, ça fonctionne très, très bien. Et l'idéal, c'est le câble Ethernet. Effectivement, le câble Ethernet, la Chromecast. Et si on a une télé de Ethernet qui fonctionne, une Chromecast, on peut installer DigiDoctor en 5 minutes, ça fonctionne. D'accord, super. Donc assez simple finalement l'installation, hein, assez peu de friction.
Oui, voilà, ça, c'est vraiment un de nos gros atouts par rapport à la concurrence, c'est la facilité d'installation. Moi, j'ai eu des cas d'installation un dimanche de manière autonome parce on peut même, si on est tout équipé, on peut s'abonner ou au moins le tester parce que on fait toujours des tests gratuits. Moi, c'est quelque chose qui me pose aucun problème. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des utilisateurs un petit peu dégourdis qui l'ont fait en 2 heures de chez eux un dimanche, par exemple. Une fois, j'étais parti en randonnée un dimanche à 7 heures du matin, j'étais revenu à 9 heures, j'avais reçu un mail de remerciement en disant que ça fonctionnait. C'était un dentiste, chirurgien dentiste, qui l'avait installé tout seul et qui était hyper content. Il avait testé dans son salon et cet utilisateur a gardé l'abonnement. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est faisable en autonomie si on est équipé si on est équipé pour. Alors, on va dire que c'est le principal frein d'adoption à DigiDoctor. C'est l'équipement, c'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir une télé si possible Ethernet, même si c'est pas obligatoire. Et je vois qu'il y a il y a des confrères qui ont, où malheureusement le moindre changement est très problématique. Alors, toi, c'est ton cœur de métier, hein, la délegation de tâches, les chefs de centre, apprendre à gérer tout ça. Mais on voit que pour l'adoption de DigiDoctor, c'est le frein principal. C'est-à-dire que ne serait-ce que d'appeler un électricien pour faire poser une télé, c'est quelque chose qui, pour certaines personnes, on est tous hyper occupés, que ce soit au plan professionnel, au plan médical, au plan administratif. Et ça peut devenir, ça peut paraître insurmontable. On a des utilisateurs qui nous ont contactés il y a 12, 18 mois, parfois 24 mois, donc motivés pour prendre l'abonnement et qui mettent voilà, 18, 24 mois avant de le prendre. Et c'est un constat que j'avais partagé avec une société qui faisait des vidéos de salle d'attente, c'est Click for Patients. J'avais discuté avec son ancien PDG, quelqu'un de très bien, hein, il faisait des vidéos qualitatives qui étaient arrivées après que j'ai commencé à titre personnel ce projet. Peut-être s'ils étaient arrivés avant, c'était des gens qui étaient très bien avec des vidéos qualitatives aussi. Et il a fini par jeter l'éponge parce que le délai de conversion était trop important et il estimait que ce n'était pas rentable. Donc ça revient à la question de tout à l'heure. Moi, c'est vrai que je n'ai pas besoin d'en vivre. Donc le fait que je ne gagne pas d'argent, que ce soit juste à l'équilibre, c'est quelque chose qui ne me pose aucun problème. Une société qui veut faire quelque chose de lucratif, ce n'est pas ça que je lui conseillerais de faire. Et bien sûr, c'est vrai que ce frein de ne pas avoir la ressource en interne capable de lancer les projets et de suivre les projets, c'est vrai que c'est souvent une erreur qui est faite par beaucoup d'ophtalmos parce que souvent, on voit que moi, régulièrement maintenant, je recrute des responsables de centre pour des ophtalmos qui exercent seuls. Parce qu'ils ont compris que de toute façon, ils vont avoir un staff à minima de 4, 5, 6 personnes, et que rien que ça, c'est un management qui est extrêmement complexe. Et si on n'est pas bon, parce qu'on n'est pas naturellement doué par le management et qu'on n'a pas envie de faire tous les efforts, etc., et ben, du coup, on peut avoir quelque chose de rapidement qui parte en vrille, en fait, hein. Et l'investissement dans un responsable de centre, même pour un médecin seul, souvent, moi, je le vois après 2, 3 ans, c'est des investissements qu'ils ne regrettent jamais parce qu'il suffit de lancer l'idée, tiens, j'ai envie d'avoir une télé en salle d'attente, bam, en un mois, c'est réalisé. Et puis derrière, forcément, on met DigiDoctor dessus, puis on augmente son chiffre d'affaires de 5, 10, 15, 20%, qui vient régler naturellement la facture du responsable de centre annuellement, quoi. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, les utilisateurs principaux de ce type de service, hein, de vidéos de salle d'attente, que ce soit DigiDoctor ou même Rindia ou d'autres concurrents, entre guillemets, mais juste le principe de mieux informer les patients, les utilisateurs ont un retour sur investissement qui est immédiat. Je me souviens être allé à un congrès à Chicago où l'augmentation moyenne de chiffre d'affaires, elle était considérable. Alors, eux, ils ont des tarifs de l'ASIC qui ne sont pas les mêmes qu'en France, hein, mais ils disaient que juste de fait d'avoir des vidéos en salle d'attente, ça leur augmentait de 140 000 euros le chiffre d'affaires annuel. C'est colossal. En France, je pense qu'un chiffre
une augmentation de 5 chiffres, c'est quelque chose qui est largement faisable si on fait de la chirurgie réfractive ou de l'esthétique. Et moi, l'idée, c'est pas forcément de pousser les patients à la consommation, mais juste d'offrir l'information aux patients. Moi, c'est ça, quand j'ai quelqu'un en face de moi, que je vois juste pour des lunettes, et puis il y a l'épouse du monsieur qui me dit j'ai vu que vous faisiez du Botox, comment ça fonctionne, quand est-ce que je peux venir? Ben, en fait, on s'aperçoit que on n'a pas poussé le patient à la consommation, on lui offre une information sur place, au moment où il est le plus attentif, c'est-à-dire dans la salle d'attente. Et la rentabilité, là, pour le coup, pour le patient, elle est, pour l'utilisateur, elle est immédiate. C'est-à-dire que il faut imaginer ce que peut rapporter 10 PKR, 10 LASIK ou 50 Botox dans l'année. La rentabilité, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse d'abord pour l'abonnement du docteur, mais typiquement, dans ton cas, elle est rentable sur un chef de centre. C'est-à-dire, rien que pour ce type d'activité, pour ceux qui offrent quelque chose de premium, la rentabilité, elle est immédiate. On va dire la rentabilité financière. Après, moi, je suis convaincu à titre personnel que d'avoir un chef de centre ou de quelqu'un dégourdi à qui on peut déléguer, on a une rentabilité ne serait-ce que sur sa santé personnelle ou sur sa charge mentale qui est sans commune mesure. Hein, d'avoir quelqu'un de confiance à qui on peut dire appelle un électricien pour fixer une télé, mettre un câble réseau, prendre un abonnement, c'est quelque chose, ça prend 5 minutes de le dire et c'est l'autre personne qui va s'en charger et nous, on n'a pas à s'en occuper. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui a pas de prix. Ouais, surtout qu'en plus, un chef de centre, bien souvent, quand il est embauché, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, il a souvent des qualités qu'un médecin n'a pas. Parce que, il va savoir négocier, il va savoir chercher, fouiner, etc. Parce que dans son ancien métier, qui n'était pas l'ophtalmo forcément, c'était vraiment de la gestion de centre de profit. Donc tout ça, lui, c'est mieux faire. Donc forcément, il va prendre en charge tous les projets et puis il va être aussi force de proposition pour proposer d'autres choses, d'autres développements qui souvent vont aller au-delà, c'est ce que je vois souvent, au-delà des souhaits et des rêves des médecins qui, eux, comme tu disais en effet, peuvent se concentrer sur la médecine et donc du coup, souvent ont une charge mentale plus faible, forcément. Donc du coup, DigiDocteur, intéressant parce que forcément, on augmente la qualité d'information du patient hein, sur tous les domaines. Donc ça, c'est ultra important parce que c'est quand même dommage de rentrer dans un centre ophtalmo pour des lunettes et ne pas savoir que, eh bien, il a un autre panel d'activités et c'est notamment à la limite parce que vous êtes très limité en tant que médecin pour communiquer. Par contre, vous ne l'êtes pas à l'intérieur de vos murs, plus ou moins, alors dans une certaine mesure. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Après, il y a aussi, bon, il y a quand même d'autres intérêts, hein, en dehors de l'intérêt financier qui est la demande principale des utilisateurs de DigiDoctor. Il y a aussi, moi, au départ, j'avais des délais d'attente dans la salle d'attente qui étaient relativement longs. L'idée aussi, c'est de divertir les patients. Hein, moi, je préfère qu'ils voient passer quelque chose sur le glaucome ou la cataracte ou la capsulotomie ou le laser SLT que de regarder BFM TV. Parce que je m'est déjà d'arriver chez des confrères. Ils ont une télé salle d'attente, elle est connectée et il y a la météo qui passe. Ça, c'est la valeur ajoutée, elle est nulle, totalement nulle. Donc, il y a le fait de divertir avec quelque chose d'intéressant. Et puis, il y en a aussi qui s'en servent pour passer des messages de prévention. À l'époque du Covid, ça a beaucoup bien fonctionné, c'est-à-dire supprimer tous les magazines, tous les nids à germes, de les remplacer par quelque chose de plus sain, passer de l'information, comment se laver les mains, comment mettre un masque, etc. Et puis, il y en a, pour finir, qui font passer des messages syndicaux. Alors, on a quelques clients, quelques utilisateurs qui sont médecins généralistes et qui en profitent. Là, il y a beaucoup de discussions sur les déserts médicaux, sur les déconventionnements, sur la révalorisation tarifaire, etc. Et il y en a qui profitent pour faire passer des messages auprès de la population. Moi, je trouve que c'est très bien. Il faut offrir un panel d'informations qui soit équilibré. De passer, comme le faisait, il y avait une expérience qui avait été faite à Nice par un laboratoire qui offrait les télés aux médecins pour passer que de la chirurgie réfractive en boucle. Ben ça, typiquement, c'est quelque chose qui est contre-productif parce que les patients comprennent qu'on essaie de leur forcer à avoir un produit.
Donc, d'avoir un panel d'informations sur le glaucome, la DMLA, de la chirurgie réfractive, de l'esthétique, offrir un panel large d'informations, c'est quelque chose qui est sain et qui est mieux accepté par les patients. D'accord, très bien. Je crois qu'on a été complet sur DigiDocteur. Évidemment, comment on fait pour, tu as un site web, on te contacte directement sur le site web pour, en tout cas ton employé pour contracter éventuellement? Oui, il y a toujours, il y a toujours l'employé qui est là, je ne vais pas dire H24, mais qui répond très facilement, sinon par mail et on les recontacte, on le recontacte facilement. Ouais. D'accord, autre activité, tuto docteur. Raconte-nous un petit peu comment c'est né et à quoi ça sert. Bon, alors moi, à titre personnel, j'ai toujours aimé enseigner. Hein. Quand j'étais interne, j'aimais faire les cours aux externes, aux sages-femmes, aux infirmiers. Les PUPH, souvent, nous envoient à la fac pour à leur place. Ça, je pense que tout le monde, il y en a beaucoup de monde qui a connu ça. Cours aux internes. Et puis, on se rend compte, une fois qu'on est lancé en libéral, que c'est important de former ses employés. Donc, qu'ils sachent ce que c'est qu'une intervention de la cataracte, ce que c'est que du glaucome, la terminologie, de bien savoir écrire le nom de certaines pathologies, le nom de certains médicaments, que le personnel comprenne, comprenne ce qu'on fait et puis ça leur permet de mieux s'investir. De mieux s'investir, d'avoir des comptes rendus qui sont bien écrits, des lettres qui sont bien faites, des motifs de consultation sans erreur orthographique, des noms de médicaments qui ne sont pas écrits phonétiquement. Et donc ces cours-là, je les faisais de manière récurrente. Et puis comme il y a du turnover, à chaque fois qu'il y a nouvelle orthoptiste, nouvelle infirmière, nouvelle secrétaire, il faut recommencer. Et donc j'ai commencé à faire des supports écrits, des supports avec des vidéos intégrant des extraits de vidéos de DigiDocteur. Et puis, j'ai commencé à leur faire faire des QCM ou des vrais faux pour voir s'ils avaient compris. Et puis, bon an, mal an, en fait, j'ai structuré, on va dire, un cours qui pouvait être automatisé. Il était en idée de me concentrer sur autre chose et puis d'intervenir que sur certains points précis. Et donc, j'ai une association d'intérêt général qui s'appelle Prévention et Information médicale et, et qui est organisme de formation Calliope et qui fait donc du coup maintenant des formations en ligne pour le personnel, principalement les secrétaires, mais aussi les orthoptistes ou les infirmières, ou un chef de centre par exemple qui viendrait d'un autre milieu que le médical et qui puisse faire des formations en ligne, on va dire de manière autonome et prise en charge par les autres groupes. Donc c'est en complément des formations en présentiel. Tu faisais des formations en présentiel quand tu te déplaces, je pense que ça c'est l'idéal. Et puis pour ceux qui peuvent pas ou qui veulent compléter leur information, il y a donc des formations en ligne pour le personnel médical. D'accord, très bien. Et ça, l'objectif, c'est pareil, c'est quelque chose dont tu espères une rentabilité ou pas vraiment? Comment tu Alors le... ça, rentabilité, absolument pas. C'est une association loi 1901 d'intérêt général. Donc c'est, en tout cas en ce qui me concerne, c'est le but non lucratif. Et tout l'argent soit est réinvesti dans la création de nouvelles formations. Hein. On commence à avoir 4-5 formations en ophtalmo, des formations dentaires, des formations aussi en pharmacie. On n'est pas exclusif, c'est pas exclusif au milieu médical ou à l'ophtalmo, enfin, c'est pas exclusif à l'ophtalmologie. Et puis, ça me sert, quand on arrive à dégager des bénéfices, à faire des dons pour d'autres projets, d'autres associations d'intérêt général. Donc, on a pu faire des dons, un gros don l'an dernier pour les Yeux du Monde. Euh, et puis, on en fait comme ça pour d'autres associations d'intérêt général. Une association de dépistage soutenue par le Lions Club dans le sud-ouest et d'autres associations comme ça qui œuvrent dans les pays en voie de développement, par exemple. D'accord, très bien. Bravo. Justement, on va enchaîner avec ça parce que tu es docteur, évidemment, pour ceux qui seraient intéressés par une formation, ben, vous pouvez aller sur le site du docteur, hein, qu'on va trouver facilement. Lingue Vive, qu'est-ce que c'est? Raconte-nous. Alors oui, bon, ça c'est vraiment une passion personnelle. Donc c'est à nouveau parti encore d'un problème personnel, hein, à la fois comme DigiDocteur et comme tuto docteur.
c'est que je cherchais pour mes propres enfants des outils pédagogiques pour leur transmettre une langue régionale, donc en particulier le corse. Et il y avait très peu de ressources audio. Il y avait essentiellement des livres, il y avait des chansons, et pas de ressources audio et encore moins d'applications mobiles. Et donc, je m'étais mis en tête de faire une petite application mobile très simple, hein, un imagier interactif où on puisse entendre de français, du corse, de l'anglais. C'est une application qui est trilingue. Et donc, petit à petit, j'ai comme ça fabriqué avec mon association qui porte le nom que tu as cité, hein, LinguaIV, une application d'imagier interactif cross-platform, c'est-à-dire disponible à la fois sur Android, iOS, sur ordinateur fixe, un imagier trilingue, corse, français, anglais, qui permet de se familiariser aux sonorités de la langue. Donc, l'enfant peut apprendre en autonomie, ou en tout cas entendre les bonnes prononciations et les répéter. Et ça permet de combler une lacune, c'est qu'il y a malheureusement beaucoup de jeunes parents qui ne parlent pas corse, qui ne parlent plus ou qui n'ont pas entendu et qui peuvent avoir des doutes sur la prononciation de certains mots. Et en fait, aidés par cette application, ils peuvent accompagner leur enfant. Donc, bon, moi, en tant qu'ophtalmologiste, je ne pousse pas les parents à les mettre devant un smartphone ou la télé en permanence. Mais par contre, de l'apprendre en même temps qu'eux, c'est quelque chose, c'est un outil supplémentaire pour la transmission d'une langue régionale. Et une fois alors un peu à la manière de ce que j'ai fait pour DigiDocteur, partie d'un constat personnel et d'avoir développé en espérant rendre service à d'autres. Une fois que l'application a été faite et puis qu'elle était bien reçue par le public, une application gratuite pour anticiper la question de la rentabilité, on l'a déclinée sur d'autres langues régionales. Donc, on l'a déclinée en basque, en alsacien, en breton, en occitan, en provençal rhodanien. Et puis, à chaque fois qu'on le développe, on le développe aussi avec différentes variantes. Par exemple, il y a le corse du Nord et le corse du Sud. Il y a le breton, il va bientôt y avoir le gallo. Il y a l'alsacien, orinois, barinois. Et donc, à chaque fois, on offre une panoplie de variantes de langues, ce qui permet de ne pas frustrer les utilisateurs qui seraient, par exemple, un locuteur de Corse du Sud, mais qui serait avec une histoire écrite en langue du Nord. Et inversement, ça permet d'avoir une personnalisation très précise pour chaque locuteur. D'accord. Il faudra qu'on parle d'ailleurs de rajouter le catalan, hein. Il faudra que je trouve quelqu'un qui puisse aider là-dessus. Alors voilà, donc, typiquement, on l'a pas encore mis, mais c'est quelque chose qui est facile à faire une fois une fois que c'est codé, une fois qu'on a les images, une fois qu'on a la structure. C'est assez facile d'itérer on va dire, la scalabilité, comme on dit, et simple. Et nous, c'est un véritable plaisir d'avoir des fois un petit message de quelqu'un du Béarn qui nous dit mon enfant, je peux lui transmettre l'occitan béarnais parce qu'il est dans une école bilingue et il manquait de ressources, c'est quelque chose qui est super, etc. Nous, on est contacté par des radios régionales qui nous félicitent. Moi, c'est un vrai plaisir, une vraie satisfaction de voir que ce qui est un hobby, un passe-temps, une passion, permet de rendre service, en fait. D'accord, très bien. Est-ce qu'on va vous voir à la SFO? Vous avez pris un stand peut-être pour des Oui, applications? bon, en fait, on n'a pas les ressources financières suffisantes pour prendre un hébergement SFO qui coûte extrêmement cher, comme tu le sais. Et on est hébergé de manière très sympathique par Oftaneo. Donc, on peut se voir, retrouver DigiDocteur sur le stand d'Oftaneo. Super. Alors, on va revenir à l'ophtalmologie. On a parlé, hein, de la baisse des délais de rendez-vous, l'organisation qui change un petit peu, hein, de plus en plus de centres où les ophtalmos vont se regrouper, hein, de moins en moins d'ophtalmos isolés. Comment est-ce que tu vois, toi, l'ophtalmologie dans 10 ans? Qu'est-ce qui va encore, parce que ça a beaucoup évolué dans les 20 dernières années, comment tu vois dans 10 ans cette évolution-là? Donc, je pense que le côté entrepreneur des ophtalmologistes va augmenter. Je pense que l'avenir
et vraiment au regroupement aussi des ophtalmologistes qui partagent la même vision. Moi, quand je vois de très gros centres comme Visis, comme Oft Atlantique, etc., moi, je pense que c'est l'idéal, hein. C'est des centres qui regroupent plusieurs dizaines de praticiens, ils arrivent à gommer les disparités de caractère qu'on va retrouver immanquablement, hein. Déjà, à deux, on trouve des différences personnelles sur les couleurs, les couleurs à utiliser, sur la cafetière, sur le goût du café, etc. Mettre d'accord 60 praticiens, c'est quelque chose qui est monstrueux, mais je pense que c'est l'avenir de la profession, le regroupement, avoir un côté entrepreneurial qui est très poussé, sans forcément aller sur des structures comme Point Vision, mais en tout cas que je félicite parce que ce qu'ils ont fait à l'échelle nationale, c'est un travail qui est titanesque. Et je pense qu'il y a la possibilité de faire comme ça à l'échelle régionale, dans chaque micro-territoire, de faire d'avoir des structures bien développées, avec des centres, des 2-3 centres principaux et des centres satellites, en mutualisant les moyens, en mutualisant le personnel, et d'avoir des personnes à qui on puisse déléguer, des chefs de centre ou du personnel formé pour pouvoir se concentrer sur le côté médical. D'accord. Donc, du coup, dernière question. Euh, quel est le conseil, je dirais, par-dessus tout, que tu donnerais à un jeune ophtalmo qui sort de ses études? Ouais. Alors, en fait, un seul conseil, c'est difficile. Moi, je donnerais une petite batterie de conseils, mais si je devais en retenir qu'un, moi, celui qui m'a servi le plus, c'est de remplacer à mort avant de s'installer, de remplacer dans un maximum de cabinets différents, de ne pas se concentrer sur un seul cabinet, même si on a un coup de cœur pour un praticien ou pour une région, pour un centre de consultation, mais de tester différents logiciels, tester différents matériels, de tester différents services après-vente. Parce que moi, quand je remplaçais, je voyais les commerciaux qui ne rappelaient pas, je voyais les commerciaux qui étaient là dans la journée, je voyais les logiciels qui me plaisaient, je voyais les manières de déléguer, d'utiliser le personnel, des infirmières, des optométristes, des secrétaires. Et tout ça, ça permet de se structurer une idée précise de ce qu'on veut faire. À quoi vont ressembler les box? Est-ce que c'est des mini-box? Est-ce que c'est des box de 14 mètres carrés? Est-ce qu'il y a un bureau pour recevoir le patient? Quel type d'OCT je vais prendre, est-ce que le service après-vente de tel OCT est à la hauteur. Moi, je pense que c'est vachement important de faire des remplacements, et ça permet d'avoir une idée très précise de ce qu'on va faire. Ça, c'est dans l'idée dans l'éventualité où on s'installerait seul, ce qui me semble encore faisable, hein, malgré tout, à l'heure actuelle, surtout dans des territoires qui sont un petit peu délaissés. Et puis, ou sinon, dans l'éventualité d'une association. C'est-à-dire que de remplacer dans 2, 3, 4 structures et de voir où est-ce qu'ils sont sympas, où est-ce que la mentalité, où je vais me sentir le mieux, ça c'est quelque chose qui est vachement important. D'accord, trouver le fit. Ok, très bien. Écoute, Vincent, merci beaucoup pour toutes ces remarques. On te retrouve à la SFO pour ceux qui vont vouloir creuser un petit peu toutes tes applications. Et puis pourquoi pas, on se verra aussi, j'espère, pour boire un petit café. Merci à toi pour ton invitation. Merci pour tes podcasts vidéo que je suis régulièrement et qui sont vachement sympas pour la profession. C'est gentil. Merci Vincent, à À, bientôt. à très bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Encore un exemple d'outil qui vous permet d'améliorer votre chiffre d'affaires, mais également d'augmenter la qualité perçue de votre centre. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.